Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans BBC Info. Voici les titres de cette édition du lundi 1er septembre. Les rebelles pro-russes délogent l'armée ukrainienne d'un aéroport stratégique dans l'Est. Kiev accuse la Russie de faire pencher la balance dans le conflit. Le Premier ministre du Lesotho va retourner dans son pays, soutenu par l'Afrique du Sud, après une tentative de coup d'État ce week-end. Le prochain Disney ou Miyazaki se trouve peut-être ici, à Dakar. Des jeunes artistes du continent apprennent le métier du dessin animé. Et à la une de l'actualité internationale, donc l'Ukraine, où les combats font rage dans l'Est entre rebelles pro-russes et forces gouvernementales. Ces dernières ont dû abandonner aujourd'hui l'aéroport de Louhansk après une nuit entière de combats. Le président ukrainien Porochenko accuse la Russie d'avoir envoyé des milliers de soldats pour aider les rebelles, des accusations que dément toujours Moscou. Le point avec Hélène Alex. Dans cette région, désormais au cœur d'une crise diplomatique croissante, les séparatistes pro-russes se préparent au combat. D'après un de leurs chefs, ils se dirigent vers l'aéroport de Donetsk. Le bâtiment est sous contrôle de l'armée ukrainienne, mais il est fermé depuis la fin du mois de mai, après de violents affrontements entre les rebelles et les forces gouvernementales. Aujourd'hui, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a répété que Moscou n'avait aucune implication directe dans la nouvelle poussée des rebelles dans le sud-est de l'Ukraine. Et il a ajouté que les pourparlers sur la crise ukrainienne qui se tiennent à Minsk portent avant tout sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Mais c'est avant tout sur la ville de Mariupol que se concentrent à présent les préoccupations internationales. Ce port, très important dans la région, a renforcé ses capacités de défense. Il ne se trouve qu'à quelques encablures de la bande de territoire dont les rebelles ont pris le contrôle ces derniers jours. À Mariupol, les habitants sont descendus dans les rues hier pour prier pour la paix. De son côté, le président ukrainien Petro Porochenko a profité d'une cérémonie militaire pour accuser la Russie de mener une agression directe et ouverte contre son pays, ce qui a, dit-il, radicalement changé la situation dans la zone de conflit. Un point de vue partagé par les États-Unis et l'Europe pour qui la Russie envoie ses propres troupes pour intervenir en Ukraine. Mais l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe indiquait qu'il était difficile de confirmer la présence de forces régulières russes sur le territoire ukrainien. Autre mesure diplomatique, l'Australie a renforcé ses sanctions contre la Russie. Je voudrais que cela soit bien clair. Le harcèlement de petites nations par des grandes nations et l'affirmation qu'il s'agit là de quelque chose de juste ne devrait pas exister dans notre monde. Ailleurs sur le terrain, les troupes ukrainiennes affirment s'être retirées de l'aéroport près de la ville de Louhansk, un bastion rebelle. Elles disent avoir été prises sous le feu des tirs. L'actualité sur le continent. Que se passe-t-il exactement au Lesotho? La tension reste vive dans ce petit pays d'Afrique australe après une tentative de coup d'État ce week-end. Le Premier ministre du Lesotho, qui s'était réfugié en Afrique du Sud, a annoncé qu'il rentrait au pays avec le soutien de Pretoria. L'Afrique du Sud s'est impliquée diplomatiquement dans la crise. À Johannesburg, le point avec Sophie Ripstein. Au Lesotho, difficile de savoir qui est actuellement à la tête de l'exécutif. Samedi dernier, des militaires ont pris le contrôle de plusieurs commissariats et du quartier général de la police. Ils ont entouré la résidence du Premier ministre. Ce dernier a fui en Afrique du Sud, disant craindre pour sa vie. Mais les militaires assurent qu'il ne s'agit pas là d'un coup d'État. Ils voulaient désarmer des policiers qui voulaient distribuer des armes à des factions politiques. L'opposition voulait organiser ce lundi une manifestation pour réclamer la réouverture du Parlement. En juin dernier, le Premier ministre avait suspendu le Parlement qui voulait lancer une motion de censure à son encontre. Et depuis, les relations entre les deux camps étaient extrêmement tendues et le gouvernement de coalition de plus en plus fragile. Vendredi, le Premier ministre a démis de ses fonctions le chef des armées qui soutient son rival, le vice-premier ministre. Et c'est ce dernier rebondissement
qui semble avoir provoqué cette dernière crise. L'Afrique du Sud s'est imposée comme médiateur dans cette crise et des pourparlers ont lieu à Pretoria avec plusieurs ministres des Affaires étrangères de la SADC, l'organisation régionale. L'Afrique du Sud tient à maintenir la stabilité au Lesotho puisque le territoire de ce petit royaume montagneux est enclavé dans le territoire sud-africain. Et le reste de l'actualité en bref et en images, reprise des pourparlers sur l'avenir du Mali. Réunis à Alger, les représentants du gouvernement malien et des groupes armés du Nord vont tenter d'avancer vers la signature d'un accord de paix. Les discussions porteront notamment sur le statut du Nord, appelé Azawad par les groupes armés. Ces discussions pourraient durer des semaines, voire des mois. Violents affrontements au Pakistan, dans la capitale Islamabad. Des manifestants anti-gouvernement se sont emparés de la télévision nationale avant d'en être délogés par les forces de l'ordre. On voit d'ailleurs sur ces images les manifestants entrer dans les studios juste avant que les ondes soient coupées. Les manifestants demandent la démission du Premier ministre Nawaz Sharif. Colère des groupes pro-démocratie à Hong Kong. Ils protestent contre une décision officielle qui donne à Pékin un droit de regard dans les choix des candidats lors des prochaines élections en 2017. Ce sera la première fois que le chef de l'exécutif à Hong Kong sera directement choisi par les électeurs. Le président iranien Hassan Rouhani demande aux chefs religieux du pays d'être plus tolérants à l'égard d'Internet et des nouvelles technologies. Dans un discours télévisé, Hassan Rouhani a estimé qu'il serait dommage de priver les jeunes Iraniens d'accès à Internet. C'est l'histoire qui a fait réagir toute l'Angleterre. Les parents d'un petit garçon de 5 ans, Ashia King, atteint d'une tumeur au cerveau, l'avaient retiré de l'hôpital sans accord des médecins. Après une chasse à l'homme à travers l'Europe, les parents ont finalement été arrêtés en Espagne et ils disent avoir voulu le meilleur traitement possible pour leur enfant. Le récit de Léon Ouedraogo. Les parents de Ashia King, 5 ans, à bord d'un fourgon de police en direction du tribunal de la haute juridiction d'Espagne ce matin. La nuit dernière, ils ont été présentés, menottes aux poignets, devant un tribunal régional de Malaga. Ces images ont entraîné de nombreuses critiques sur la façon dont le couple est traité. Sur la BBC, la grand-mère d'Ashia s'est dit consternée. C'est scandaleux, ils sont traités comme des criminels. La nuit dernière, je les ai vus menottés. Ils ont pris le pauvre petit Ashia qui est en train de mourir d'une tumeur au cerveau. Et ils ne laisseront pas ses parents, mon fils et ma belle-fille. Ils ne le laisseront pas les voir. C'est terrible, c'est si cruel. C'est impensable. Mais la police du Hampshire dit qu'elle devait agir aussi vite que possible. Elle ajoute que lancer un mandat d'arrêt européen était la seule solution. Le mandat d'arrêt n'a pas été émis sur les caprices d'un agent de police du Hampshire. Il doit être accepté par le procureur de la couronne. Donc, il ne s'agit pas seulement du point de vue de la gendarmerie du Hampshire. Ashia est vulnérable et a besoin de revenir au Royaume-Uni. Ashia a été admis dans le principal hôpital pour enfants de Malaga. Il est stable et est sous surveillance policière. Les autorités britanniques affirment que sa vie était en danger, mais l'un de ses frères aînés affirme qu'Ashia a reçu les soins nécessaires. Nous n'avons pas changé ses habitudes alimentaires, explique-t-il dans une vidéo. Nous avions ce cordon qui alimentait sa sonde. Il n'était pas affamé. Les parents de Ashia disent qu'ils veulent juste que leur fils reçoive le meilleur traitement. Un traitement qui, disent-ils, est disponible uniquement à l'étranger. Au centre de cette affaire, un jeune garçon qui est toujours gravement malade dans un hôpital espagnol. Mais pour le moment, personne ne sait quand est-ce que Ashia King et sa famille pourront rentrer chez eux. Et on ouvre une page sport à présent et tout d'abord du football. Manchester United a un nouvel attaquant. Le Colombien Radamel Falcao est en route pour Old Trafford. Il a été prêté par Monaco en échange de 7,5 millions d'euros avec une option de rachat dans un an. Falcao, 28 ans, intéressait d'autres grands clubs européens. Il rejoint finalement les hommes de Louis van Gaal qui réalisent un bien mauvais début de saison.
Alors, Falcao est le plus spectaculaire des transferts de cette dernière journée du mercato en Europe. Le marché clôture ce soir à minuit. 1 milliard d'euros ont changé de main, rien qu'en Première Ligue cet été. Et parmi les derniers transferts du week-end, Shinji Kagawa retourne au Borussia Dortmund après 2 saisons frustrantes à Manchester United. L'attaquant français Loïc Rémy rejoint Chelsea de QPR. Arsène Wenger admet qu'Arsenal n'a toujours pas trouvé d'attaquant. Et puis en Espagne, le Real Madrid a conclu le transfert d'un attaquant, justement le Mexicain de Manchester United, Javier Hernandez. Du basket avec cet exploit historique du Sénégal à la Coupe du Monde de basket en Espagne. Le Sénégal a battu la Croatie aujourd'hui, une des toutes meilleures équipes du monde, par le score serré de 77-75. Dieng a de nouveau été la clé de cette victoire. Elle arrive après celle contre Porto Rico déjà, qui place le Sénégal en position favorable pour une qualification pour les 8e de finale. Tennis, enfin, l'enjeu et la pression montent à l'US Open en ce début de 2e semaine du tournoi. À l'affiche des 8e de finale, un duel alléchant entre le Britannique Andy Murray et le Français Jo-Wilfried Tsonga. À suivre aussi le Serbe Novak Djokovic, première tête de série contre l'Allemand Kohlschreiber. Enfin, chez les dames, la favorite Serena Williams sera opposée à l'Estonienne Kaia Kanepi. Raconter des histoires au travers de l'animation. L'Amérique et l'Asie le fait depuis très longtemps. Eh bien, l'Afrique s'y met aussi avec des studios d'animation en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Kenya ou en Afrique du Sud. Mais les bonnes écoles de formation sont rares, d'où cette initiative à Dakar pour former de nouveaux talents. Reportage de Léla Adjovi et de Loïc Oquet. Ces nouveaux personnages de dessins animés sont en route vers votre petit écran. Et c'est ici qu'ils sont nés. Installés dans les locaux d'une école privée de management de Dakar, ce programme permet à 10 jeunes talents de 8 nationalités de se former gratuitement aux techniques de l'animation 2D et 3D et de créer de nouveaux mondes. Je suis Télina et je viens de Madagascar. Je viens du Congo-Brazzaville. Je suis de Bamako, au Mali. Giovanni de Souza, Bénin. Je m'appelle Saïd, je viens de Comores. Je m'appelle Alioune Badrambaye, je suis sénégalais. Cette formation ne se résume pas à l'acquisition de connaissances informatiques et logicielles. Il s'agit aussi de dessiner, de canaliser sa créativité. Le personnage d'Alioune est un vieux musicien appelé Bakary. Son ombre l'embête depuis qu'il ne veut plus jouer du djembé. Son créateur a mis près de 6 mois à lui donner la vie. Un jour, l'ombre de Bakary disparaît. Les Asiatiques racontent leurs histoires avec ce médium. Les Sud-Américains racontent leurs histoires avec ce médium. Les Européens racontent leurs histoires avec ce médium, les Arabes aussi, donc je pense que les Africains doivent prendre le même train. Ça tombe bien parce que le talent est déjà là. Il aura fallu à Alioune juste quelques heures pour me transformer en personnage de dessin animé. Les étudiants de cette promotion seront diplômés en mai prochain. Ils retourneront donc dans leur pays respectif et dans le cadre de ce programme, les plus doués d'entre eux recevront des fonds pour monter leur entreprise, soutenir leur création artistique et ainsi contribuer à développer une industrie du film d'animation et du film 3D sur le continent. Leila Adjovi, BBC Info, Dakar. Il porte une cape noire, des oreilles de chauve-souris et un costume tout en muscles. C'est Batman, bien sûr, mais nous ne sommes pas à Gotham City, mais dans la ville de Chiba, au Japon, où cela fait 3 ans que cet énergumène patrouille la ville sur sa Batmoto. Alors, il a 41 ans, il travaille comme soudeur le jour et garde son identité soigneusement secrète. Chibatman, comme on l'appelle, est bien sûr devenu une petite célébrité locale. Dans les rues de Chiba, le voilà. Alors, continuez à vous informer sur le site internet de BBC Afrique. C'est toute l'actu africaine, internationale, sportive, en temps réel, disponible également sur PC et sur téléphone portable. Très très bonne soirée à tous.